Ça fait 2 ans que tous les mardis, quoi qu'il arrive, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, que je sois malade, que je sois déprimée, que je sois en crise de couple, que je sois en crise avec mes enfants ou quoi, qu'un épisode de Crush sort le mardi. Bienvenue dans Le Pouvoir du podcast. Je suis Mélanie Hong, experte en stratégie et marketing de podcast. Ma mission, c'est de vous aider à développer la visibilité, les audiences et la rentabilité de votre podcast. Alors, si vous êtes ici, c'est que vous avez un podcast et que vous êtes prêt à le faire passer à la vitesse supérieure. C'est parti pour l'épisode du jour. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous partager ma discussion avec Marie-Charlotte Danchin, alias MC, la rebelle en tutu et la créatrice du podcast Crush. Crush, c'est un podcast 100% indépendant, lancé en 2022. 2 ans plus tard, il est devenu une référence dans son domaine avec plus de 80 épisodes et plus de 700 000 écoutes. Il a été coup de cœur Apple Podcast, mis en avant sur Amazon Music, placé en première place régulièrement de la catégorie Relations et mentionné dans divers médias régulièrement. MC a aussi été invité à enregistrer un épisode en live avec l'influenceur Sam au Paris Podcast Festival 2024 devant une salle pleine à craquer. Aujourd'hui, Crush est aussi monétisé. Il est représenté par un label, L'Acme, ce qui lui permet de faire des opérations de partenariat avec des marques ou de production de contenu avec des entreprises. On peut dire qu'aujourd'hui Crush est un succès, mais je sais que ce parcours jusqu'ici n'était pas facile. Vous le savez, vous êtes podcasteur ou podcasteuse, l'enjeu de se faire une place parmi la foule de podcasts qui existent est important, surtout quand on est 100% indépendant. Il faut vraiment savoir se démarquer. Je voulais vous partager les coulisses de Crush, parce que derrière ce succès, ce que j'ai pu voir, c'est surtout une qualité essentielle dont MC a fait preuve, la persévérance. Dans cet épisode, on va donc voir comment MC a persévéré à chaque étape, que ce soit pour fidéliser son audience, engager sa communauté, rechercher des sponsors. Et ce parcours, j'en suis sûre, vous donnera de bonnes idées et de la motivation. Bonne écoute! J'aimerais commencer de manière chronologique sur qu'est-ce qui t'a donné envie de créer Crush. Quel est le message derrière? Parce que ce podcast, c'est le pouvoir du podcast. Chaque podcast a une raison d'être et tu vas pouvoir mieux nous dire laquelle c'est pour Crush. Alors Crush, écoute, Crush est né en soirée. Crush est né à mon image, de façon festive. Crush est né un soir de fête improvisé post-Covid, où j'ai posé pour la énième fois ma question favorite que je pose en soirée, qui est « Comment vous vous êtes rencontrés ?» Quand je rencontre des gens en soirée que je ne connais pas, qui sont en couple, j'adore poser cette question parce que je trouve que c'est un bon icebreaker et que ça déclenche souvent un récit que j'adore écouter et que mes interlocuteurs adorent raconter. Et ce soir-là de fête post-Covid, post-apocalyptique, je suis sortie légèrement éméchée en me disant je vais faire un podcast pour raconter des histoires de rencontres amoureuses, sans vraiment avoir réfléchi à une quelconque raison d'être, mission. Juste, c'est vraiment un moment que j'adorais vivre quand je posais la question, et donc je me suis dit ça. Puis après, je me suis un peu prise au sérieux et je l'ai pris comme un vrai sujet, comme une vraie envie d'entreprendre et comme un véritable média qui pourrait devenir à ce moment-là pour moi une activité à part entière. Et à partir de ce moment-là, j'ai fait un travail de proposition de valeur et de plateforme de marque assez classique sur mon podcast et sur le sujet de la rencontre amoureuse. La promesse que je fais à mes auditeurs d'explorer les premiers jours, la magie des premiers jours des histoires d'amour, elle est venue de toute une réflexion qui m'a menée au plus profond de moi-même parce que j'ai voulu absolument comprendre pourquoi j'avais envie de parler de ça, quelles étaient mes motivations et est-ce que je tiendrais sur le long terme, parce que j'avais l'intuition qu'il allait falloir courir un marathon et tenir sur le long terme, intuition qui se confirme évidemment aujourd'hui après 2 ans. Et aujourd'hui, clairement, le message que j'ai envie de faire passer avec Crush, c'est que j'ai envie de montrer les 1001 façons d'aimer, afin d'inspirer chacun à trouver sa propre façon d'aimer, en dehors des codes, en dehors de la norme, en dehors des injonctions, en dehors de tout ce que la société, de tout ce que notre histoire personnelle nous impose. Et donc, j'ai envie que tout le monde trouve sa propre façon d'aimer, ce qui me permet d'aborder l'amour en me focalisant sur le moment de la rencontre, d'aborder l'amour et notre façon d'aimer dans la société qui est la nôtre aujourd'hui. Ce qui est très
passionnant, je trouve, dans le podcast, c'est que derrière une thématique qui peut sembler légère, il y a vraiment un message sociétal que tu défends, et c'est ça que j'avais envie de creuser sur cette première question. Et à cette époque, tu étais, il me semble, dans l'événementiel. Donc tu avais un travail, tu avais un revenu. Et puis, quand tu t'es lancé dans le podcast, tu disais tout à l'heure que tu as assez vite, j'ai l'impression, imaginé ça comme un projet entrepreneurial, sérieux, alors pas forcément associé tout de suite à une rémunération, puisque ça prend un peu de temps, mais comme un projet sérieux. Quelle était ta vision ? Moi, j'étais salariée en CDI dans une agence événementielle parisienne pendant 9 ans. En juin 2019, je suis partie. J'ai négocié une rupture conventionnelle pour partir parce que j'en avais marre de l'événementiel, j'en avais marre de ma boîte et j'avais envie, je venais de faire 2 enfants rapidement, rapprochés, mes perspectives, ma vision du monde avait changé et voilà, j'avais besoin de changement et de faire quelque chose qui avait plus de sens pour moi. Début 2022, quand je commence à réfléchir à Crush, je suis freelance. Donc, ma source de revenus, c'est d'être directrice de projet freelance dans l'événementiel auprès d'agences à Paris. C'est ce qui est ma source de revenus. J'y prends encore un certain plaisir, mais je cherche clairement à trouver une activité qui est beaucoup plus de sens pour moi et dans laquelle je pourrais être plus libre et m'exprimer de façon plus libre. Et effectivement, quand j'envisage Crush, je l'envisage comme une activité, comme un projet qui pourrait être source de revenus et qui représente la globalité de mon activité. Après, j'étais aussi consciente que j'allais pas claquer des doigts et y arriver et qu'il allait y avoir un chemin à emprunter, mouvementé. Tout de suite, j'ai pris le sujet, la question du podcast, de façon hyper sérieuse. Moi, j'y connaissais rien en podcast, j'étais juste auditrice de podcast, tu vois. J'étais dans la première vague à écouter des Bliss, à écouter des Matrescence, à écouter les premiers podcasts indépendants comme ça. Mais j'ai pas de formation de journaliste, j'ai pas de formation audio, sonore. Donc, vraiment, je me suis plongée dans le truc et chaque obstacle ne pouvait que être dépassé dans ma tête. Dès que je tombais sur un obstacle, que ce soit une question technique, une question de stratégie, une question de réseau, je ne pouvais pas rester face à l'obstacle sans rien faire et je devais le dépasser. J'étais un peu muée par, je pense, un esprit très entrepreneurial et une envie vraiment d'aller chercher plus de vérité sur ce que j'avais envie de donner au monde. Donc voilà, j'étais muée par un truc très très fort et je le suis toujours d'ailleurs. C'est vraiment ce que je ressens chez toi depuis le début. Tu étais indépendante, finalement, tu avais déjà cet esprit entrepreneurial, même si c'était dans l'événementiel à ce moment-là. Et oui, tu as eu un vrai souhait de propositions différentes professionnelles. Donc je comprends mieux pourquoi tu as vu ça comme un projet professionnel tout de suite. Et tu y as été vraiment avec persévérance, détermination. J'ai rien lâché. Et t'as rien lâché semaine après semaine. Enfin, je me souviens de nos discussions, comment on fait ça et ça, comment je pourrais proposer à qui je devrais envoyer des mails. Ah, c'est clair, Donc, j'en ai exploré on va des revenir pistes, un petit peu sur ce chemin, si tu veux bien. Je vais explorer 2 sujets, voire 3. Le premier, c'est comment tu as fait grandir ton audience. Est-ce que tu saurais nous dire les 3 stratégies ou actions que tu as faites tout au long de ton cheminement de podcasteuse et qui ont permis de faire grandir ton audience? Alors clairement, la première clé pour moi, c'est le mot régularité. Et je pense qu'en fait, on ne peut pas ne pas en parler. Ça fait 2 ans que tous les mardis, quoi qu'il arrive, qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, que je sois malade, que je sois déprimée, que je sois en crise de couple, que je sois en crise avec mes enfants ou quoi, qu'un épisode de Crush sort le mardi. En 2 ans, je n'ai fait que 3 rediffusions. Sinon, c'est un nouvel épisode qui sort. Et pourquoi pour moi c'était important ? Parce qu'en fait, j'avais l'intuition qu'il fallait donner rendez-vous aux gens. Et ce rendez-vous, il devait avoir lieu tous les jours, à la même heure, au même endroit. Donc j'ai décidé de donner rendez-vous tous les mardis matins à mes auditeurs, quoi qu'il arrive. Et ça, j'ai rien lâché. C'est-à-dire que je n'ai jamais lâché. Il faut bien se rendre compte que, enfin, tu le sais, mais voilà, un podcast d'interview, c'est quand même complexe. Il y a plein d'enjeux de production, mais je n'ai jamais rien lâché. Après cette régularité-là, la clé numéro 2, c'est la même chose sur la promotion en fait. La promotion, je l'ai faite sans relâche aussi sur la sortie de chaque épisode, sur mes réseaux sociaux,
sur Insta, sur LinkedIn, sur YouTube, sur les mises en avant Apple Podcast. Donc, promotion absolument sans relâche. Pareil, en fait, pour être toujours présente à l'esprit des gens. C'est-à-dire que c'est bien qu'ils aillent écouter une fois, mais après, il faut qu'ils pensent à les réécouter une deuxième fois, puis tous les mardis, parce qu'ils auront pris l'habitude. Et peut-être la troisième clé, c'est la notion de communauté. J'avais aussi cette intuition qu'il fallait créer une communauté d'auditeurs qui se rassemblent et qui puissent discuter du sujet ensemble. Donc, ça, c'est le rôle de l'Instagram. Ça a été aussi au tout début un groupe WhatsApp d'une vingtaine d'auditrices avec qui j'échangeais quotidiennement sur les épisodes, qui m'aidaient, avec qui je faisais des brainstorms sur les titres d'épisodes, sur les descriptifs, sur le type d'histoire, sur les collabs, sur les têtes d'affiche créatrices de contenu que je pouvais inviter, etc., etc. Ça a créé un véritable élan. Et puis après, cette communauté, en fait, elle s'exprime aujourd'hui sur Instagram, principalement en DM sur Instagram. Beaucoup. Je réponds à tous les messages et j'en reçois beaucoup. Je reçois beaucoup de feedback sur tous les épisodes chaque semaine. Et pour moi, c'est la preuve qu'effectivement, j'ai réussi à créer cette communauté, ce sentiment d'appartenance au groupe des personnes amoureuses de l'amour, qui aiment l'amour et qui veulent en parler et qui n'ont pas honte d'en parler. Je vais revenir sur tes 3 actions clés parce que effectivement, c'est des piliers aujourd'hui de ce qui fait le succès de ton podcast. On l'entend beaucoup comme conseil, être régulier, créer une communauté, communiquer sur les réseaux sociaux, mais concrètement, comment faire ? Je pense que c'est plus ça, comment on y arrive ? Parce qu'on voudrait tous, je pense, être régulier, mais parfois t'es fatigué, parfois t'as trop de travail, parfois t'as tes enfants, parfois t'as ce genre de choses. Sur la régularité, est-ce que tu as vu un retour de ta communauté en fait sur le fait que c'était régulier, parce que des fois on se dit on se met la pression un peu pour rien, j'ai pas besoin de le faire. Qu'est-ce qui te fait te dire que c'est important ? Je fais l'avocat du diable parce que j'essaye de me mettre à la peau de personnes qui n'y arrivent pas et qui se disent mais c'est pas si important finalement. Le principal signal positif que j'ai, c'est que j'ai beaucoup des commentaires, donc des avis sur Apple Podcast, des commentaires sur Spotify ou en DM qui me disent « c'est vraiment mon bonbon du mardi ». J'attends le mardi avec impatience. Je suis complètement addict. Ils écrivent vraiment ça, ils écrivent « je suis complètement addict ». Il y en a plusieurs qui m'ont écrit. Il y en a une qui m'a écrit un jour, qui l'a mis en commentaire sur Apple Podcast. « Je viens de découvrir il y a 48 heures, j'ai tout écouté ». Il y avait 60 épisodes. Donc moi, je dis indigestion. Mais en fait, ils sont complètement addicts. Et je suis persuadée que oui, il y a aussi le storytelling, la structure des épisodes, la narration, parce que je m'amuse aussi avec ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a le fait que tous les mardis, il y a la petite dose. Et quand tu l'as plus, t'es en manque. Et elles me disent aussi, moi, je voudrais que ce soit plus que le mardi, parce qu'en fait, le mardi, c'est bien, mais je voudrais que ce soit aussi un autre jour de la semaine. Ça me manque, etc., etc., etc. Donc ça, pour moi, c'est la preuve que le rendez-vous, il est bien calé dans la tête des auditeurs et des auditrices. Bon, c'est principalement des auditrices, on va se le dire. Malheureusement, j'aurais tendance à dire. Donc ça, c'est une super preuve, en fait, pour moi. Oui, c'est clairement dit tel quel dans tes retours que tu reçois. C'est mon rendez-vous du mardi, j'attends ça avec impatience. C'est pas juste toi qui te dis, tiens, ça fait un rendez-vous, c'est pas théorique. Non. Je l'écoute tous les mardis en partant au boulot, dans la voiture, voilà. Ouais, donc tu as réussi à créer ce rendez-vous, effectivement, dans leur agenda. Alors, deuxième question sur la régularité. Comment tu t'organises ? Sur la production des épisodes, je ne suis pas toute seule, je ne suis plus toute seule. J'ai commencé toute seule et je crois que c'était au 25e épisode. 20e ou 25e, je ne sais plus exactement. Je collabore avec une ingé son, une réalisatrice sonore qui m'aide sur le montage. Et c'est une personne en qui je fais totale confiance, et sur la qualité technique de son travail et sur son jugement éditorial aussi. C'est un atout, mais sans elle, Crush n'existe pas. C'est exactement ça. Il n'aurait pas cette régularité. J'ai une entière confiance en elle pour assurer toujours dans les délais et livrer des montages au top, quoi. Toujours. Jamais, il n'y a pas de faille. Et du coup, moi, ça me pousse à l'être aussi, en fait, à être super, qu'elle ait confiance en moi aussi, à anticiper un maximum, à lui proposer des plannings de prod en amont pour qu'elle soit bien raccord, etc., qu'on soit bien raccord. Là, en ce moment, il y a énormément d'épisodes à produire. On travaille comme ça. C'est peut-être même elle que j'aurais dû mettre en premier dans les clés de réussite, c'est ça.
c'est travailler avec quelqu'un. Big up à Alice, parce qu'elle fait un super travail. Et j'ai fait une série de l'Avent avec un épisode par jour, c'est elle qui a tout monté. Donc je vois très bien ce que tu veux dire. Mais effectivement, le fait de déléguer permet de te donner aussi cette pression, on va dire, puisque quelqu'un attend avec un délai particulier tes épisodes, donc tu es obligé de le faire, ce qui rajoute une discipline, finalement. Même si je pense que tu l'avais déjà au début, quand tu faisais toute seule, puisque c'était tous les mardis. Mais ça permet de la respecter. Sur la régularité, sur les réseaux sociaux, tu me parles beaucoup d'Instagram, je sais que tu es aussi sur LinkedIn. Est-ce que tu as une religion? Est-ce que tu jures que par les Reels? Je sais que tu en fais beaucoup et que tu fais des montages, tu as aussi quelques carousels, des choses comme ça, et beaucoup de stories. Comment tu vois ça? Je vois que Instagram est plein de mystères. Je vois que Instagram change d'algorithme tous les 15 jours. Non, je n'ai pas craqué le mystère sournois de la plateforme Instagram. Mais mon mot d'ordre, et c'est un peu un mot d'ordre que j'ai parmi, si j'avais plusieurs mantras, c'est vraiment test and learn, quoi. C'est-à-dire que sur Instagram, je teste des trucs. Après, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de stratégie derrière. C'est-à-dire que moi, ma stratégie, elle est très claire. Depuis le début, je sais que pour communiquer sur Instagram, il faut être régulier. Et je sais qu'il faut qu'il y ait une stratégie derrière pour optimiser le temps que tu passes à produire tes contenus. Si tu ne sais pas ce que tu vas raconter la semaine qui vient, c'est problématique. Si tu ne sais pas la forme que ça va avoir, c'est problématique. Et le résultat, c'est que tu ne vas pas poster et que tu vas arrêter de poster. Donc, tu vas arrêter de faire la promo des épisodes. Donc, moi, ma stratégie, elle est très claire. Je sais que je poste le mardi, le jeudi, le mardi matin pour la sortie de l'épisode, le jeudi soir sur une notion sur l'amour et le dimanche sur un truc plus lifestyle. Le dimanche, j'ai toujours le même type de contenu qui est publié. C'est un réel avec un format, une forme spécifique et je vais faire ça tous les dimanches. C'est un test. Si dans 2 mois, je me rends compte que ça ne marche absolument pas, que je n'ai pas d'engagement, que ça ne parle à personne et que ça ne sert à rien, je ne le ferai plus. Je changerai, je trouverai autre chose. Mais en tout cas, vraiment, sur Instagram, c'est stratégie. Je batche tout le lundi pour la semaine, généralement. J'anticipe pas beaucoup plus que ça, mais j'ai jamais de problème pour trouver ce que je vais dire. Donc aussi là, régularité, stratégie, et stratégie dans le sens tel jour, je parle de tel sujet, tu as réfléchi à ce que tu allais dire, et c'est le format peut-être que tu changes en fonction de tes tests. Parce qu'aujourd'hui, tu as quand même une communauté de 6500 abonnés sur Instagram, donc ça monte. Ça me fatigue si tu veux tout savoir, mais bon, passe. Et on finit par la communauté. Tu parlais du fait d'avoir des personnes sur un groupe WhatsApp qui te donnaient leur retour, que ce soit sur la description, les titres, etc. À quel moment tu as commencé à faire ça? Parce que moi, je mets un nom un peu à ce genre de groupe. C'est une sorte de comité éditorial, stratégie. C'est hyper accélérateur d'amélioration, de transformation, parce que tu vas avoir tout de suite le retour des personnes qui t'écoutent. Comment tu as mis ça en place? À quel moment du chemin de ton podcast? Je l'ai fait hyper tôt. Je crois que je l'ai lancé en janvier 2023, alors que j'avais lancé le podcast début décembre 2022. Donc en fait, très tôt, je me suis dit, je sais pas pourquoi, franchement, c'est venu, tu vois, j'ai même pas mis le nom comité éditorial dessus. Après, je me suis amusée à l'appeler le comité exécutif de la Crush Holding Worldwide International. Mais non, c'était vraiment intuitif au départ. C'était, j'ai besoin d'échanger de façon plus directe avec mes auditrices, mes premières auditrices. Donc j'ai choisi des filles qui étaient tout le temps là en DM et qui venaient me parler des épisodes et qui étaient investies, qui me proposaient déjà des invités en DM et tout. Et je les ai choisies aussi pour... je savais qu'elles étaient bienveillantes et qu'on pourrait communiquer de façon cool sur WhatsApp de façon plus directe. Et voilà, c'est venu comme ça. J'ai pas forcément... voilà, ça, c'était pas vraiment un élément stratégique dans ma tête. Je l'ai plutôt fait de façon intuitive. Et c'est vrai que ça s'est révélé, comme tu dis... source d'amélioration très rapide, en fait. C'est génial, cette intuition que tu as eue très tôt, parce que moi, pour accompagner certains podcasteurs, souvent, c'est quelque chose qu'ils font au bout d'1 an ou 2 ans, et en se demandant s'ils oseraient, qu'est-ce que gagnerait la personne à contribuer. Tu vois, il y a une sorte de, je sais pas si c'est un syndrome de l'imposteur, mais de peur de déranger. Tu as plein de bonnes intuitions. Est-ce qu'aujourd'hui, il existe toujours, ce groupe? Il est un peu en désuétude.
Ah mince, j'ai touché un point sensible. Oui, parce qu'en fait, le groupe s'est un peu essoufflé, parce qu'en fait, je pense que j'aurais dû l'agrandir. Il est resté mobilisé sur une vingtaine de personnes, puis ensuite sur une quinzaine de personnes. Et ensuite, moi, j'ai pas mis assez d'efforts pour l'animer, ce groupe. Et aujourd'hui, ça fait partie des choses qu'il faut que je fasse avant la fin de l'année, c'est de relancer les discussions. C'est un des objectifs de ma fin d'année, c'est de réussir à relancer ça. Et je pense que je vais inviter de nouvelles personnes pour mettre une dynamique. Je pense aussi à la newsletter et à des échanges mail, parce que je me demande s'il n'y a pas il n'y a pas un espèce de format hybride entre le Discord, la communauté et la newsletter très personnelle. Pour l'instant, j'ai ces deux zones-là qu'il va falloir que je fasse merger. Je sais que ça va arriver. Je pense que ce sera début 2025, ce sera dans mes prios. Et pour l'instant, j'ai plein d'idées. Je laisse un peu décanter. Et à un moment, ça va créer quelque chose. Je pense que ça va créer un nouvel espace de parole ailleurs, sous une autre forme. Je ne sais pas encore exactement comment. Oui, parce qu'aujourd'hui, finalement, il y a Instagram et puis ton petit groupe WhatsApp. Mais au-delà de ça, il y a peut-être un endroit, et donc comme tu disais, Discord ou newsletter, où créer cet espace d'expression et d'échange même entre les personnes qui font partie de ta communauté. Donc il y a encore beaucoup de choses à imaginer et ça va être intéressant à voir pour se développer. Et donc, au-delà de ta communauté, je l'ai dit tout à l'heure, tu es à plus de 700 000 écoutes. Donc, c'est un chiffre qui est assez impressionnant et qui, potentiellement, peut intéresser des partenaires. Aujourd'hui, tu es représenté par le label Lakmé pour monétiser tes épisodes. Tu as eu plusieurs sponsors. Je peux citer Chance, Weekend Desk. Et tu as aussi une collaboration de production avec Maison 123, avec la production d'une série spéciale d'épisodes pour cette marque. Tu as aujourd'hui des revenus qui viennent du podcast, qui viennent concrétiser la vision initiale que tu avais il y a 2 ans. J'aimerais revenir au début. Quelles ont été les étapes pour arriver à ce premier contrat ? Est-ce que ça a été fluide ? Est-ce que pas du tout ? Comment ça s'est passé ? Oh my God. J'ai dit fluide, mais ça a été très douloureux, Mélanie. Non, alors je pense que j'ai un rapport très spécial à l'argent. Et je pense qu'on est nombreux à avoir un rapport spécial à l'argent, mais j'ai un vrai blocage sur ce sujet. Je ne sais pas si ça vient de mon histoire personnelle, de l'histoire de mes parents, des stéréotypes de genre. Franchement, j'en sais rien, mais j'ai un vrai problème sur le sujet de la thune. Et donc, non, ça a été douloureux pour moi de me mettre à passer à l'action. Effectivement, j'ai décidé de me faire accompagner par Lakmé pour trouver des sponsors, tout en continuant, moi, à faire des actions pour commercialiser le podcast et trouver des sponsors. Donc aujourd'hui, il y a ces 2 sources-là de recherche. Il y a Lakmé et leur force de vente. Et il y a moi avec mes démarches commerciales et mes relations et mon réseau pour pouvoir trouver des sponsors pour Crush. C'est douloureux parce que ça prend du temps, parce que c'est très rébarbatif, parce que faut pas s'imaginer que quand tu trouves ce que je dirais presque une collab égale 50 noms, tu vois, ou 100 noms à côté. Donc, non, N-O-N. C'est-à-dire que pour une collab signée, un contrat signé, tu as reçu 99 noms. Ce n'est pas possible à côté. Donc, ça veut dire qu'il y a beaucoup, beaucoup de démarches qui sont faites, qu'il y en a peu qui aboutissent. Donc, ça, c'est pas du tout satisfaisant, qu'on se le dise. Moi qui fonctionne à la vibration, je peux te dire que je vibre rarement au vu des réponses des gens que je contacte. Donc c'est douloureux. Et puis, tu essayes de comprendre ce qui intéresse les marques, pourquoi ils viendraient chez Crush, quelle est ma proposition de valeur pour ces marques-là. J'ai des sous-propositions de valeur, quel intérêt elles auraient, comment je réponds à leurs enjeux. C'est de nouveau pour moi un travail stratégique qui demande beaucoup d'énergie, de temps et qui porte... les fruits se voient pas... encore une fois, je claque pas des doigts, quoi. C'est du taf, quoi. Ah ouais, aujourd'hui, il faudrait que ce soit quasiment 50% de mon temps et ça l'est pas encore. Et ce qui explique que j'ai encore des périodes où j'ai pas de sponsor pour Crush parce que je pense que j'y passe concrètement pas assez de temps.
J'avais une question par rapport à cette démarche de monétisation, et comme tu dis, c'est encore plus difficile quand on a des blocages par rapport à l'argent. Et surtout, des fois, on n'a pas de blocage par rapport à l'argent, mais en tant que podcasteur, on se dit que c'est difficile de monétiser. Il y a beaucoup de personnes qui se demandent à partir de combien d'écoutes on peut monétiser, est-ce qu'il faut que j'ai plus de 5000 écoutes par mois, ou voilà, quels sont les critères. Alors moi j'ai mon avis, mais j'aimerais avoir le tien, et puis surtout ton expérience par rapport à ça. Quels sont les retours des marques par rapport aux écoutes? Est-ce que c'est un point important? Tu vois, les sponsors que j'ai trouvés aujourd'hui, déjà, une donnée importante que je trouve hyper importante à dire et qu'on ne dit pas assez, c'est que c'est des relations humaines en fait qui sont créées. C'est-à-dire que j'ai rencontré une personne avec qui il y a eu un super feeling. Puis j'ai rencontré une deuxième personne avec qui il y a eu un super feeling et avec lesquelles en fait la collab elle a été évidente. Et quand je dis rencontrer, c'est pas en visio, c'est rencontrer, on a pris un café, on a dîné, nanana. C'est des relations qui prennent du temps, mais par contre à chaque fois c'est des vraies rencontres et on fait pas le truc au hasard juste pour la thune et pour faire un truc fun. Non, pour moi il y a vraiment du sens dans les deux grosses collabs que j'ai eues avec Chance et Maison 123. Il y a vraiment du sens derrière et dans le contenu de ce qu'on va faire et dans la relation avec la personne avec qui je deal. Ça, je trouve que c'est hyper important à dire. Donc, aller prendre des cafés, quoi. Grosso modo, la leçon de tout ça, pour moi, c'est il faut aller prendre des cafés dans la vraie vie. La première étape, comment tu fais pour les connaître, ces personnes-là? Tu leur envoies un mail, tu leur envoies ton kit média? Alors, il y en a une que j'ai rencontrée via du réseau. Donc, c'était lors d'un dîner. Elle m'a été présentée et on en a discuté une fois, on en a discuté 2 fois, on en a discuté 3 fois. Et puis, à un moment, ça a fini sur un contrat. Et la deuxième personne, je l'ai rencontrée, la directrice de la communication de Maison 123. Je l'ai rencontrée sur LinkedIn suite à un post que j'avais fait. Et cette personne a apprécié mon post et est venue me parler en DM. Et de ça est découlé, on va prendre un café et on parle et machin. Et ensuite, cette personne, elle a pris son post chez Maison 123. Et il y a une occasion qui s'est présentée et la collab a été évidente sur leur sujet et elle avait envie de collaborer avec Crush. Donc, parce qu'elle est auditrice aussi du podcast. Voilà, ça c'est 2 façons un peu différentes, mais pour moi vraiment la leçon de ça c'est que c'est de l'humain quoi. C'est de l'humain et que tu peux balancer 100 DM sur Instagram, tu auras toujours quasiment les mêmes réponses. J'ai parfois des rendez-vous en visio, ça a dû arriver une 15aine de fois, avec des marques que j'arrive à avoir un premier rendez-vous en visio via des DM sur Instagram, mais ça aboutit rarement. Il y a des trucs qui sont en cours, mais pour l'instant, ça n'a jamais abouti. Je trouve que c'est hyper intéressant en fait ton retour sur ce qui fait que ça fonctionne, ces relations de sponsoring, partenariats commerciaux, parce qu'on s'attend souvent à des conseils comme il faut envoyer énormément de DM, il faut faire une super présentation commerciale, etc. Ce qui est pas faux en soi, mais j'ai aussi le même ressenti que toi dans ce qui fait qu'on va conclure à un moment donné un partenariat, parce que tous les sponsors ou les partenariats que j'ai eus, j'ai presque eu un syndrome de l'imposteur de les conclure en me disant mais c'est parce qu'on est devenus potes et donc c'était pour me faire plaisir. Mais en fait, je pense que ta version est meilleure, c'est-à-dire qu'en fait, il y a une relation humaine de partage, de vision, de valeur qui s'est créée au fil de temps et qui, au final, a permis de faire en sorte que ce soit, pas tout de suite souvent, mais c'est souvent plusieurs semaines, voire plusieurs mois après. Parfois, 1 mois, 1 an plus tard, la personne revient en disant « j'ai ce poste, maintenant j'ai ce projet, viens on travaille ensemble ». Et c'est souvent ça. Et moi, un des conseils que je donnerais par rapport à ce que tu viens de dire, c'est parler de votre podcast partout, que ce soit dans vos réseaux professionnels. Donc tu parlais de LinkedIn, là où tu avais fait un post et que ça avait donné un café pour Maison 123, mais aussi dans les dîners, chez des amis, etc. Parce qu'on ne sait jamais qui, parmi les personnes qui sont là, que ce soit des amis, des connaissances ou un oncle, une tante, peu importe, a des connaissances qui seraient intéressés par ce type de projet. Et parfois, ils ne sont même pas intéressés, ils ne savent pas qu'ils sont intéressés. Mais le fait d'entendre ce que tu proposes, parce que toi, tu as une proposition de valeur, eh ben, ils vont se dire « Ah, mais ça me fait penser à un projet qu'on pourrait faire ensemble. J'y avais pas pensé, mais allons le faire. » J'ai eu 2 productions de podcasts comme ça, moi, juste en parlant un week-end autour de la table. Ouais, ça ne m'étonne pas. Ouais, carrément, c'est exactement ça. Et alors, après, c'est peut-être différent pour des podcasts super nichés. Tu vois, j'aurais peut-être tendance à dire qu'un podcast très technique, par exemple, tu prends un podcast IMO,
Si tu veux, la transfo derrière, la transformation, l'acquisition pour le sponsor, elle peut être très importante. Et dans ce cas-là, parce que l'audience est supra-qualifiée. Et dans ce cas-là, je pense que tu peux viser du sponsoring facile, comme ça, en démarchage, machin, parce qu'en fait, derrière, le ROI, il est super important. Donc, tu es vraiment sur une campagne de performance. Alors que je pense que sur des podcasts plus grand public, en tout cas pour Crush, tu vois, c'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. Et on est clairement sur Crush. En fait, les marques avec lesquelles je collabore, ce qu'elles voient, c'est que Crush va injecter de l'émotion dans leur storytelling et dans leur marque. Et que toutes les marques ont besoin de faire ça, en fait, aujourd'hui. C'est ce qu'elles voient aujourd'hui. Mais c'est plus compliqué à mettre en place que je te donne 3 000 € pour un host thread que tu mets pendant un mois sur ton début de ton podcast. Et puis derrière, j'ai plein de clients qui vont affluer. C'est beaucoup plus compliqué. Donc, je pense que les podcasteurs de niche te diront le contraire. C'est-à-dire que... Moi, je pense qu'ils se trompent. Je pense que les deux sont compliqués à leur manière. Parce qu'effectivement, toi, c'est plus large. Et donc, il va falloir convaincre sur un autre argument que c'est un podcast de niche, ça touche exactement une cible qualifiée, etc. Quoique, tu as quand même une cible qualifiée parmi les femmes. Enfin, tu as quand même des données démographiques qui sont particulières. Mais il y a aussi d'autres difficultés. En fait, je sais que moi, mes clients qui ont un podcast de niche disent... Je touche pas assez de monde, mes écoutes sont pas assez fortes, c'est plus facile pour un podcast qui a une plus grande audience. Dans les deux cas, je pense qu'on voit c'est quoi l'expression? Le gazon plus vert ailleurs. Je sais plus. Mais après, c'est vrai que le nombre d'auditeurs, il est important, mais tu as des podcasteurs qui arrivent à monétiser leur podcast avec très peu d'écoutes. Et quand je dis très peu d'écoutes, c'est moins de 5000 écoutes. On en connaît, on a déjà entendu les histoires. Je dis pas que c'est la plupart, mais il y en a qui arrivent. Oh oui, j'en ai accompagné plusieurs. Ouais, voilà. Donc l'audience est super qualifiée. Ouais, tu t'adresses vraiment à des personnes qui sont intéressées par le sujet, et donc la mémorisation, la rétention, elle est super importante. Donc je pense qu'il y a des difficultés pour tout le monde. Et que vraiment, pour le coup, moi je trouve qu'il n'y a pas de recette à appliquer. Il faut se poser des questions, il faut tester. C'est toujours pareil en fait. Il faut tester des trucs, et quand tu as une marque avec laquelle tu échanges, surtout moi, ce que je fais, c'est que je m'intéresse à ses enjeux à elle, et je veux comprendre où sont ses besoins. Et en fonction de ses besoins, je peux lui proposer, en fait, je peux inventer n'importe quoi à lui proposer, en fait. À partir du moment où je sais le faire et où ça reste aligné avec mes valeurs, je peux lui proposer n'importe quoi. Je peux lui proposer du host thread, mais je peux aussi lui proposer, comme avec Maison 123, une série d'épisodes sur mesure qui ressemble à un spin-off de Crush, parce que c'est une opération spéciale qui a plus de sens pour eux que pour moi. J'ai pas de recette qui s'applique. Moi, en tout cas, j'en ai pas. Effectivement, en fait, tu peux avoir une palette de choses que tu es capable et que tu as envie de faire aussi, parce qu'on peut être capable de ne pas avoir envie de faire un webinar ou ce genre de choses. Mais production de podcast, post ou influence sur les réseaux sociaux, newsletter si on en a, épisode spécial hors série en co-branding avec la marque, ou production d'une série spéciale, ou enregistrement live, comme tu peux avoir au Paris Podcast Festival. Dans la collab avec Maison 123, il y a aussi sur les 3 épisodes qu'on fait, il y en a un qui est Drive to Store, c'est-à-dire qui est enregistré dans une boutique Maison 123, où là j'ai fait gagner des invitations à ma communauté, et eux ont fait gagner des invitations à leur communauté, et du coup c'est des auditeurs et des clients de la marque Maison 123 qui vont venir assister à l'enregistrement en live en magasin. Donc c'est gagnant pour des deux côtés. Et aujourd'hui, concrètement, quelles sont tes sources de monétisation? Comment ça s'organise en termes de sponsoring, projet? Il y a Crush qui est sponsorisé. Donc soit il y a des campagnes de host thread classiques qui sont valorisées au prix du pack de 1000 écoutes là. Enfin le prix pour 1000 écoutes. Du CPM? Du CPM, pardon. Oula, j'ai perdu tous mes termes techniques. Donc qui sont valorisés au CPM. Et puis après il y a les opérations spéciales. J'en ai une avec Maison 123. Il y en a d'autres qui arrivent de plus ou moins grosse ampleur. Et après, moi, j'ai aussi mon activité, comme toi, d'autrice et conceptrice, autrice et animation de podcasts pour des podcasts de marque. Donc, je travaille aussi avec des studios pour créer des podcasts de marque. Ça, je communique pas du tout sur Crush. Je le fais complètement en marque blanche, en fait, pour l'instant. Après, j'ai d'autres idées, mais pour l'instant, c'est en marque blanche. Justement, on arrive à la fin et tu évoques d'autres idées. Quels sont aujourd'hui tes projets pour Crush? Comment tu vois Crush dans les 2-3 ans à venir? Et puis, au-delà de Crush, ton activité de manière générale?
Moi, j'ai toujours beaucoup d'ambition, tu sais, pour Crush, j'ai toujours eu vachement d'ambition. C'est ça qu'on aime. Sais pas d'où ça me vient. Je sais même pas d'où ça me vient, mais tu vois, Crush, en termes de chiffres, moi, j'aimerais que ce soit, d'ici fin 2025, que ce soit 200 000 écoutes par mois. J'aimerais que ce soit à 80% ma source de revenus, et source de revenus qui me permettent de vivre confortablement avec mon niveau de vie, c'est-à-dire vivant dans Paris, avec des enfants, tout ça. J'aimerais que Crush continue d'être une référence. Moi, j'aimerais aussi réussir à prendre la parole et à être reconnue pour mon expertise sur le sujet de l'amour et sur le sujet de la rencontre. Donc, à travers des talks, à travers des tables rondes, à travers des conférences. Ça, j'aimerais beaucoup. Et puis après, je pense que j'ai vraiment l'impression qu'avec le concept sur la rencontre amoureuse, j'ai une vision de plein de spin-offs en collaboration avec des marques ou avec des médias, en prenant, tu sais, un petit sujet sur la rencontre, sur l'amour, et puis en le décortiquer. Ça fait un spin-off, en fait, pour moi, c'est vraiment ça. Et je trouve ça hyper cool, en vrai, parce que du coup, je deviendrai un studio de production de podcast, mais spécialisé dans l'amour. Voilà, je viens d'annoncer la naissance de Crushcast. Bravo. Nous avons l'honneur d'avoir un scoop aujourd'hui. Mais un jour, je te souhaite bientôt de ce projet qui voit grand pour Crush. Crush le studio, Crush les conférences, Crush tout l'écosystème. Ce podcast s'appelle Le pouvoir du podcast. J'ai 2 dernières questions. Quel pouvoir tu penses que Crush a sur ton audience? Et de l'autre côté, quel pouvoir ce podcast a sur toi? Ok. Je pense que Crush, sur mon audience, a le pouvoir de donner envie d'aimer l'autre, d'aimer l'humain et d'aimer la vie. Et sur moi, clairement, Crush a le pouvoir de me révéler à moi-même, sans absolument aucun doute. Je n'ai jamais été autant moi-même que depuis que j'ai lancé ce podcast. C'est un très beau pouvoir du podcast. Merci beaucoup, Marie-Charlotte. Merci à toi, Mélanie. À très vite sur Crush, mardi prochain. Ouais, exactement. Je vous invite à aller écouter son podcast pour lui donner encore plus de love. Merci beaucoup. Merci. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous a inspiré et vous a donné des idées à appliquer pour faire grandir votre propre podcast. Comme MC l'a partagé, que ce soit dans la croissance de son audience, l'engagement de sa communauté ou dans la recherche de sponsors, la clé, c'est de ne jamais abandonner. Je sais qu'il est assez commun de se demander pourquoi mon podcast ne marche pas, pourquoi il n'y a pas assez d'écoute, ceux des autres ont l'air de cartonner. Mais savez-vous depuis quand les podcasts auxquels vous vous comparez existent? Depuis quand ils font ou elles font des efforts chaque semaine, chaque quinzaine ou chaque mois pour diffuser, communiquer et échanger avec leur audience? Le succès que vous recherchez, il va venir avec le temps et surtout la persévérance. Et si MC a réussi à amener son podcast où il en est aujourd'hui, c'est grâce à cette détermination à chaque étape du processus. Si vous voulez faire de même pour passer à l'action, je vous invite à réfléchir comment vous allez restructurer votre travail pour rester régulier, persévérant, semaine après semaine, même quand les résultats tardent à venir ou s'amenuisent un peu. Quelles sont les actions que vous pouvez mettre en place aujourd'hui pour créer du lien avec vos auditeurs et vos auditrices ou avec votre sponsor ou vos futurs sponsors potentiels? Et pour aller encore plus loin, je vous invite à vous abonner à ma newsletter pour recevoir des ressources complémentaires. Et bien sûr, si vous ne l'avez pas encore fait, abonnez-vous et n'oubliez pas de laisser une note ou un avis sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez mentionner votre podcast pour que je le découvre si je ne le connais pas encore. Tous les liens sont dans la description de l'épisode. C'est fini? Bah oui, toutes les bonnes choses ont une fin. Pourquoi? Parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement. Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non? Oui.